Ravi de vous retrouver sur Audition TV avec notre invité du jour, Eric Van Belleghem. Nous parlerons des résultats de ses recherches qu'il a menées dans le cadre de sa thèse qui portait entre autres sur les facteurs explicatifs du taux d'appareillage en France. Je m'adresse aujourd'hui à vous, non pas en tant que directeur marketing de Starkey France, mais bien en tant qu'étudiant de l'ESCP Europe qui a reçu quand même les félicitations du jury pour cette thèse. Pourquoi est-ce que vous vous êtes particulièrement intéressé à ce thème ? Pourquoi ce sujet? Parce que ça fait un peu plus de 25 ans que je travaille dans cette industrie, que je travaille sur ce marché. Et en tant que marketeur, je trouve ce marché particulièrement riche, très intéressant, en perpétuelle évolution. Qu'est-ce qui peut expliquer quelles peuvent être les raisons pour lesquelles ce marché, à l'inverse de marchés traditionnels, notamment de marchés de grande consommation, ou de marché de masse, on va appeler ça, ou même de marché de la santé, tel que l'optique, comment se fait-il que le taux d'équipement, le taux d'appareillage ne soit pas plus élevé? Alors vous rappelez dès le début de votre travail cette différence flagrante qui existe entre taux d'appareillage auditif, qui oscille entre 19-40% selon les sources, et taux d'équipement optique qui lui est de 95%. Et pourtant les deux viennent pallier une déficience sensorielle. Alors vous êtes remonté aux origines de notre histoire, à l'Antiquité, pour trouver les premiers éléments de réponse à cette fameuse question « Pourquoi est-il si difficile d'appareiller les malentendants? Pourquoi eux-mêmes ont-ils autant de mal à aller vers l'appareillage ?» Parce que dans l'Antiquité, les sourds et les aveugles n'étaient pas traités de la même manière par la société. On va parler de sacralisation de l'aveugle à cette époque, et notamment Tirésias, qui est un aveugle bien connu, qui servait d'oracle et de guide et de conseil à des empereurs de l'époque. En comparaison, on a pour les sourds le statut qui leur était accordé par certains philosophes de l'Antiquité. Je prends comme exemple le plus célèbre Aristote. Aristote considérait que les sourds étaient des animaux, donc ils avaient le statut d'animalité. Et ce statut d'animalité, il était lié au fait que les sourds étaient des sourds muets, et que les muets ne pouvaient pas exprimer leurs pensées. Ne pouvant pas exprimer leurs pensées, on ne savait pas s'ils étaient même capables et doués de penser. Si on ne peut pas penser, alors on n'est pas un être humain à cette époque, on est un animal. Dans l'Antiquité, en effet, dans certaines sociétés, les sourds-muets, par méconnaissance de ce qui leur arrivait, de ce qui expliquait leur mutité, le fait qu'ils ne soient pas capables de communiquer, par crainte de l'impact que cette surdité pouvait avoir sur la communauté et sur la société, on les mettait à l'extérieur de la cité, et certains d'entre eux étaient soit lapidés, soit même jetés du haut d'une falaise pour éviter que leur mal ne se transmette aux autres membres de la communauté. Dans la société, en parallèle, l'inclusion sociale des sourds et des malentendants s'est décalée au fur et à mesure de l'histoire. Je ne rentrerai pas dans tous les détails de l'histoire, je dirais simplement pour résumer qu'il a fallu 200 ans de différence aux sourds pour être acceptés dans la société comme des personnes à part entière, là où les aveugles étaient inclus et acceptés 200 ans plus tôt. Alors vous parlez d'un concept en particulier, celui de l'approbation-désapprobation sociale. Qu'en dit la littérature? Sur le plan psychologique, on a Suzanne Fiske en particulier qui a fait beaucoup de travaux, et David Kenny qui ont fait beaucoup de travaux sur un modèle qui nous a semblé très important d'étudier, qui est le concept d'approbation sociale. En fait, le concept d'approbation sociale, ces chercheurs ont mis en exergue le fait que la majorité de nos actions à l'époque actuelle sont menées par l'environnement dans lequel on évolue, par
ce qu'on va appeler plus simplement le regard des autres. Beaucoup de nos comportements, beaucoup de nos actes, de nos gestes sont motivés par l'effet qu'il va produire sur les autres. On évoquait ce côté stigmate, cette difficulté à avouer finalement qu'on est déficient auditif, qu'on est malentendant, parce que c'est ancré dans notre inconscient collectif. Il ne faut pas le montrer, le risque est grand. Si on repart dans l'Antiquité, le risque est grand pour notre vie propre d'être quelqu'un de sourd ou de malentendant, donc on préfère ne pas en parler. Aujourd'hui, on a toujours ça qui est ancré en nous. Donc quand on va franchir le pas, c'est qu'on n'a plus d'autres alternatives. C'est pour moi une des explications qui parle et qui donne du sens au délai qui est nécessaire à une personne malentendante entre le moment où elle prend conscience de sa perte auditive, qu'elle a ce que je vais appeler, qu'elle subit les premiers symptômes et les premiers effets de la perte auditive, et ensuite le fait de franchir le pas et d'aller voir un professionnel de santé pour